Le château de Péronne au XVe siècle. Situé à côté de la porte Saint-Nicolas, le château datant du temps de Philippe Auguste était alors totalement entouré d'eau. Cette vue d'artiste provient de Daniel Roguet, architecte de la reconstruction de Péronne. Son important donjon au nord a été appelé par les historiens Grosse Tour, et aussi Tour Herbert, en référence au fameux comte de Vermandois. D'autres affirment sans doute avec raison que la tour Herbert était la tour principale du castrum primitif situé à proximité, d'où la confusion. Georges Valois, dans son ouvrage « Péronne, son origine et ses développements », publié en 1880, affirme que le château date du temps de Philippe Auguste et qu'il a longtemps été confondu avec le castrum carolingien du Mont des Cygnes. Charles III le Simple est mort à Péronne en 929, dans le castrum Péronnos, probablement dans la tour Herbert, tandis que Louis XI a été retenu prisonnier quelques jours en 1468 dans ce château par Charles le Téméraire. Ce plan a été réalisé par Charles Gomard en 1876. Vue extérieure du château de Péronne avant 1536. Collection hiver. Illustration de l'ouvrage de Georges Valois, Péronne, son origine et ses développements. La grosse tour ou donjon est encore présente. Une poterne au nord permet un passage à travers les marécages. Quatre tours à toit conique, le château, situé près de la porte Saint-Nicolas, fait face à la ville. Après le siège de 1536, il est très dégradé. Sa grosse tour est totalement anéantie par une mine, ensevelissant du même coup Damartin, héroïque défenseur de la ville, engagé dans une manœuvre ultime de contre-mine. Il sera relevé sans son donjon quelque temps après la mort d'Henri IV. Rebâti sous la gouvernance de Concini, des merlons ou buttes de terre protégeront ses murs des récents progrès de l'artillerie. Au nord, la forme arrondie de la muraille nous suggère une tour disparue. Bien après, des horribles fenêtres ont été percées dans ces tours pour les besoins de l'armée. Des hautes cheminées pas plus élégantes surmontent ces toits pointus. Pendant la guerre 1870-1871, ces solides caves protègent les habitants des bombardements et servent d'hôpital. Ces fours à pain toujours présents alimentent la population durant cette période tragique. Utilisés par l'armée, ils cuisent le pain de la caserne. Si les bâtiments et les toits entre les deux tours de droite sont absents, c'est qu'un incendie les a détruits. Une estampe conservée au musée d'Héricourt y représente la vue extérieure de l'incendie de l'aile droite du château de Péronne dans la nuit du 6 novembre 1877. La toiture est en feu et de nombreux personnages font la chaîne pour amener les seaux d'eau dans la cour du château. L'événement et l'illustration sont relatés dans l'hebdomadaire Le Monde Illustré, numéro 1075, du 17 novembre 1877. Le titre de cette carte postale, Tour Louis XI, nous rappelle que lors de l'entrevue de Péronne du 9 octobre 1468, notre roi y fut retenu prisonnier quelques jours, Rasibus la Grosse Tour, selon Comines, par son rival, le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. Alfred Ray posa son chevalet en ces lieux et nous croqua sa vue d'artiste.
Appelée Zitadelle, lors de la guerre 14-18, les Bavarois en feront des cartes postales. Ils y logeront aussi et feront des photographies. À partir de juillet 1916, la ville est bombardée. La citadelle reçoit des obus. En mars 1917, à l'arrivée des Anglais, celui-ci est très dégradé. La tour à droite du porche d'entrée est totalement écroulée. Les toits et les fenêtres sont dans un piteux état et les logements totalement anéantis. Le même, au retour des Allemands, en mars 1918. On peut y voir l'état des maisons environnantes. Aspect de la citadelle, à la fin de la guerre. L'armée propriétaire du château le met en vente. La ville s'en rendra acquéreur en 1925 pour la somme de 20 000 francs, ainsi qu'une bande de terrain de 700 mètres carrés l'avoisinant pour 12 600 francs. On vient enfin de déblayer ces douves, celles-ci ayant servi à entreposer les amas de pierres et de briques provenant des destructions. On a bien cru que les fossés seraient comblés à jamais. Par manque de financement, les travaux sont longs et souvent interrompus, et les toits ne seront pas reconstruits. On verra ça plus tard. En 1936, pour le 400e anniversaire du siège, le château est enfin prêt. Restauré sans ses toits et fenêtres, ces tours vont être classées monuments historiques. Le château ainsi refait vaut bien une aquarelle selon Bardet. Il peut maintenant servir de décor aux fêtes de Marie Fourré de 1936. Partant de la forteresse, passant sous la poterne d'entrée du château et se dirigeant vers la place Saint-Georges, le cortège des fêtes de Marie Fourré aura fière allure. Sous la bienveillance du maire M. Louis Daudré, une fête de Marie Fourré est décidée pour les 4 et 5 juillet 1936. À cheval ou à pied, les très nombreux figurants en tenue du XVIe siècle portent pour certains les armes et blasons des défenseurs de la ville. La fête est un fantastique succès. Plus de 10 000 personnes se déplaceront pour assister au défilé. On en parle encore aujourd'hui. En 1950, les journées régionales investiront les lieux. En 1955, lors de la fête de la renaissance de la ville, la pêche, la chasse et le camping y seront honorés. Le public conquis en conservera un souvenir indélébile. Au début des années 60, la tour de gauche s'est partiellement écroulée. Avant sa réparation, on la consolidera d'un corset de câbles d'acier et de madriers.